Donc, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre tout dernièrement. Donc, je suis Nathalie du Régal. Je vais animer cet atelier du quai au goût en restaurant collectif. Donc, c'est l'atelier numéro 7. Et donc, ça fait partie des derniers ateliers de ces 2 jours d'assises de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir faire cet atelier qui en plus tombe bien parce qu'on a abordé pas mal de choses pendant ces 2 premiers jours. Et surtout quand on abordait la question de la restauration collective et surtout scolaire avec les jeunes, très très souvent cette notion de difficulté à faire consommer les jeunes et ce qui a induit du gaspillage alimentaire est souvent revenue dans les discussions. Donc, je suis vraiment ravie qu'on puisse faire cet atelier donc avec 3 intervenantes de ce domaine de l'éducation au goût spécifiquement pour les jeunes. Donc, avant de vous les présenter, je vais refaire un petit point technique et après, on se lancera dans cet atelier. Donc, après manger, j'espère que tout le monde va rester éveillé et que on ne va perdre personne. Donc, par rapport aux éléments techniques, vu que c'est un atelier, donc pour la participation, ce n'est pas l'idéal. En présentiel, ça aurait été bien plus simple, mais bon. Donc là, on fait avec ces limites de la distance. Mais surtout, n'hésitez pas à réagir dans le fil de discussion, donc en bas de votre écran, l'icône. Pour certains, je dois me répéter, mais pour ceux qui n'étaient pas encore là, en bas de l'écran, il y a un petit icône discussion ou converser. N'hésitez pas à cliquer dessus et à écrire à tous, et à vous signaler, à vous présenter, à donner vos avis et échanger. Vous pourrez également poser des questions. Donc ça, c'est dans Q et R, questions-réponses. Donc si c'est une question à poser aux intervenants, mettez votre question à cet endroit-là et on la posera pendant l'atelier. Et au fur et à mesure, on verra, je vais vous présenter des petits sondages. Donc, vous pourrez, je vais peut-être le lancer tout de suite. Je vais vous lancer un sondage où vous pourrez, donc, sur ce petit icône sondage, cliquer dessus et répondre à la question. Donc là, c'était qui êtes-vous, tout simplement, pour savoir un peu votre profil et savoir aussi si vous connaissez la différence entre l'éducation au goût et l'éducation nutritionnelle. Alors, normalement, à la fin de l'atelier, vous devriez bien connaître cette différence-là, mais là, c'était pour connaître un peu tout de suite votre connaissance et par rapport à ces éléments-là. Voilà pour tout ce qui est technique. Si vous avez des soucis techniques, c'est Alice auprès de qui vous pouvez mettre un message là dans discussion qui pourra vous répondre et vous aiguiller. Alors, donc, on va pouvoir commencer. Donc déjà, bonjour à nos 3 intervenantes. Donc on a Anne Didier Pétremont, donc de la Neige. Donc on va détailler après et Anne présentera la Neige, qui est vraiment une association nationale. C'est pour ça que je suis vraiment ravie aussi qu'on puisse t'accueillir pour pouvoir présenter un peu ce sujet-là. Ensuite, nous aurons une intervention à 2 voix entre Céline van der Kruisen de Saveur et Savoir, donc une association dans plutôt Seine-Maritime et l'Eure, si je ne me trompe, mais elle nous représentera ça. Et également Nathalie Loquet, qui est de Carder, donc une association pareille, plutôt en Haute-Normandie, mais qui intervient énormément sur tout ce qui est éducation, développement durable, mais tu vas nous présenter tous ces éléments-là. Donc, tu es coordinatrice pédagogique et également, tu fais des formations en CNFPT sur le développement durable, sur le gaspillage alimentaire et voilà, sur ces thématiques-là. Donc, déjà, merci beaucoup à toutes les 3 d'avoir accepté de participer à ces ateliers. Donc, pour commencer, on va commencer donc avec Anne. Peut-être nous présenter, alors je vais mettre en partage la présentation. Hop. Voilà. Donc voilà, Anne, si tu veux réactiver ton micro, voilà, et nous présenter donc la neige et après justement rentrer un peu dans le vif du sujet par rapport à l'éducation alimentaire, l'alimentation, voilà, faire le point un peu sur toute cette notion d'éducation au goût alimentaire nutritionnel. Je te laisse la parole.
Bonjour à tous et merci de me permettre de parler de l'éducation au goût et de la neige dans cet atelier consacré à l'éducation au goût au restaurant scolaire. Alors j'ai effectivement un support de présentation que je ne vois pas présentement. Voilà, merci Nathalie. Donc l'éducation à l'alimentation au goût au service de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, je vais présenter assez rapidement et pour garder du temps pour des échanges, des questions et des échanges avec vous. Donc, on peut passer la diapo. Donc, voilà, qui sommes-nous, la Neige? Donc, c'est l'Association nationale pour l'éducation au goût des jeunes. Nos missions, c'est de faire connaître et reconnaître l'éducation au goût. Notre public, c'est 0,25 ans. Nous sommes un réseau national de professionnels en éducation au goût, une quarantaine de membres. Et nos actions, c'est l'animation de réseau, la représentation nationale d'éducation au goût, des animations, des formations, des projets dans les domaines de la santé, du développement durable, de l'éducation également, de la précarité alimentaire. On peut passer à la diapo suivante. Alors, nous avons un contexte réglementaire qui est propice à tous ces sujets depuis déjà plusieurs années, mais avec un renforcement au fil du temps. Donc, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de février 2020 a comme objectif de réduire les déchets, notamment de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Et lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est une obligation depuis 2016 et ça concerne maintenant largement tous les acteurs. Nous sommes également dans le contexte de la loi Egalim d'octobre 2018, dont deux des mesures sont l'introduction de 50% d'aliments durables ou sous signe d'origine et de qualité, dont 20% d'aliments bio et l'introduction d'un repas végétarien hebdomadaire pendant une période de 2 ans, d'essai de 2 ans. Donc voilà, un ensemble de lois et de textes et de politiques publiques qui concourent à diffuser cette lutte contre le gaspillage alimentaire, ainsi que l'éducation à l'alimentation et au goût assez largement. Alors, un petit schéma où vous voyez un triangle matérialisé par les flèches roses. Au centre, vous avez les 5 sens, donc l'éducation au goût. Et vous avez 3 sommets dans ce triangle. Donc, l'aliment en haut, le mangeur en bas à droite et l'environnement du mangeur. Donc, l'éducation à l'alimentation et au goût, elle va agir sur ces 3 sommets du triangle, non seulement sur ce mangeur et ses compétences sensorielles notamment, mais également sur l'environnement du mangeur et également sur l'aliment. Et l'éducation au goût est donc bien à l'intersection de ces 3 sommets de ce triangle. Et donc, ces 3 bases de l'éducation au goût passent par une pédagogie qui propose de faire vivre des expériences alimentaires pour susciter des émotions, c'est-à-dire pour mobiliser chez la personne le corps et le cœur dans ces expériences sensorielles qui sont la base dans des ateliers d'éducation au goût pour aborder tout un ensemble de sujets très vastes, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc, ces expériences amènent la personne, amènent le mangeur à se questionner sur l'aliment et son alimentation. Mais le point de départ, donc, c'est véritablement bien cette approche sensorielle. Et Nathalie, tu précisais tout à l'heure qu'on allait aborder les différences entre justement l'éducation nutritionnelle et l'éducation à l'alimentation et au goût. Donc, dans l'éducation à l'alimentation et au goût, on part bien du mangeur et de ses perceptions, alors que dans l'éducation nutritionnelle, l'alimentation est abordée sous l'angle des nutriments, de ses apports, de ses différents apports pour le bon fonctionnement du corps. Donc, en fait, ce sont 2 approches qui ne s'excluent pas, qui sont bien complémentaires, mais qui ne parlent pas du même présupposé, du même
points, en fait. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Merci Nathalie. Donc, au cours d'animation, on propose de faire des dégustations en 4 temps. On a appelé ça à la neige la recette du 4 quarts. Donc, il y a des temps, ces 4 temps, des temps individuels et des temps collectifs. Alors, le premier quart-temps, dans le premier quart du 4 quarts, c'est vivre l'expérience proposée. C'est-à-dire qu'avec tous ses sens, on va approcher l'alimentation et déguster et être attentif à ses sensations. Dans le deuxième quart-temps, la personne qui participe à une animation d'éducation au goût va écrire ses perceptions. Donc, c'est toujours un travail individuel. En fait, on consigne ces différentes perceptions au cours de la dégustation avec ces mots, avec des adjectifs sur ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on touche, ce qu'on entend. Le troisième temps est un temps qui est maintenant collectif. Donc, la personne qui participe à un atelier d'éducation au goût va échanger avec les autres membres du groupe, avec les autres mangeurs, justement sur ses perceptions. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a senti? Et il va pouvoir entendre des perceptions différentes. Les mots vont être différents, les choses vont être nommées différemment, les intensités de perception vont être différentes. Voilà, tout ça, c'est un temps d'échange, donc un travail collectif dans ce troisième quart-temps d'une animation d'éducation au goût. Et enfin, le dernier temps, ces partages autour de ces perceptions vont amener à questionner les aliments, l'origine de ces aliments, leur mode de transformation, leur mode de culture, leur saisonnalité, etc. Donc, on va là vers une approche qui est plus classique de l'éducation à l'alimentation, où on s'interroge sur l'aliment, son goût, son origine, sa production, etc. Voilà, de manière assez schématisée, assez rapide, les 4 temps d'une dégustation en éducation au goût, la recette du 4 quarts. Alors, l'éducation au goût et le gaspillage alimentaire, quel lien fait-on entre les deux et pourquoi peut-on affirmer aujourd'hui que éduquer à l'alimentation et au goût a un impact en fait sur les niveaux de gaspillage alimentaire en restauration collective? Alors, le gaspillage en restauration collective, il résulte d'un ensemble de facteurs. C'est rare qu'un diagnostic du gaspillage alimentaire arrive à isoler un seul critère et à dire, voilà, le gaspillage, il résulte exclusivement de quantité, par exemple, je prends quelque chose d'assez classique, d'une surproduction de certains éléments du repas. C'est souvent multifactoriel. C'est pour ça que c'est finalement pas si simple que ça de faire un diagnostic et ensuite de créer un plan d'action anti-gaspi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu dans cette affaire. Mais si on prend la focale de l'éducation à l'alimentation au goût, donc le gaspillage en restauration collective résulte notamment du fait pour les mangeurs de ne pas oser goûter. En restauration scolaire, on le voit très souvent, et même pas que scolaire, les adultes aussi souvent n'osent pas goûter. De l'absence d'envie de goûter, c'est un petit peu différent, de peur, de blocage sensoriel, émotionnel, qui fait que l'on ne va pas consommer ou même goûter cet aliment. Quelquefois également d'attitude de mimétisme des pratiques des autres convives, qui souvent, justement, ceux qui ne goûtent pas ou n'apprécient pas. On le voit beaucoup en restauration scolaire, notamment dans la tranche d'âge de l'adolescence, où les convives très souvent font en fait comme leurs camarades, comme leurs pères, pour accepter ou rejeter un aliment. Donc voilà un certain nombre de facteurs qui induisent du gaspillage alimentaire. Alors, que va faire l'éducation à l'alimentation au goût dans ce contexte? Elle va contribuer notamment à développer la sensorialité du mangeur, à développer ses compétences sensorielles, cette capacité de goûter, d'être attentif à ses sensations, d'apprendre à distinguer ses perceptions
de ne pas être envahi par ces perceptions, mais pouvoir comprendre et affiner un peu ce qui se passe, qui est vraiment propre à chaque personne. De stimuler la curiosité. On sait que tous les dispositifs d'éducation au goût encouragent, enfin stimulent cette curiosité qui est finalement assez naturelle chez l'individu, mais qui est très souvent recouvert d'une couche d'habitude, de peur de goûter, etc., et qui très souvent ne s'exprime pas dans le contexte de la cantine. Donc, stimuler cette curiosité. Acquérir des mots pour le dire, c'est très important de pouvoir mettre en mots ses perceptions. C'est très important. On sait que la pauvreté du langage, pour parler de ses perceptions, de ses sensations et de ce qu'on perçoit, vont souvent de pair avec, comment dire, une capacité à goûter pas très étendue, et que, en fait, acquérir des mots pour parler de ces sensations, acquérir du vocabulaire, acquérir des différents types de vocabulaire, permet d'enrichir bien sûr le champ lexical de la personne, mais également permet d'accompagner cette découverte de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs, de nouvelles textures, de nouveaux arômes. Et l'éducation à l'alimentation au goût contribue également à stimuler mentalement le plaisir alimentaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On sait, il y a différentes études aujourd'hui qui le prouvent, que lorsque la personne peut, avant la mise en bouche, avant de consommer un aliment, se représenter cette dégustation, déjà l'anticiper, déjà l'attendre avec gourmandise ou non, et permet de stimuler ce plaisir alimentaire en anticipation. Et il y a même des études qui montrent que les tailles de portions qui sont alors consommées sont plutôt plus faibles lorsque ce plaisir alimentaire a été suscité et stimulé mentalement avant la mise en bouche. Donc, en fait, pour résumer, l'éducation au goût renforce les compétences sensorielles du mangeur, rend le mangeur plus compétent. On peut parler de compétences sensorielles. Donc, renforcer les compétences sensorielles des mangeurs et faire évoluer l'offre alimentaire vont de pair. On y vient. On y vient, c'est très important, cette dernière diapo, parce que on parle d'éducation à l'alimentation et au goût du mangeur et du convive en restauration collective. Alors, vous imaginez que ce mangeur, donc, il va au fil du temps, ça se fait dans le temps, bien sûr, c'est pas one shot et c'est pas flash, ça prend du temps, mais progressivement, ce mangeur, ce convive en restauration collective, il va être de plus en plus attentif à ses sensations, acquérir donc un certain nombre de compétences, et donc on peut imaginer que son niveau d'exigence de la qualité, au niveau de la palette de saveurs, de palette d'arômes, etc., vont s'accroître. Et bien sûr, pour aller de pair avec cette modification progressive du comportement du mangeur, il est important que l'offre alimentaire évolue en même temps, donc aille de pair. Et justement, dans les dispositifs d'éducation au goût, d'alimentation au goût qu'on met en place à la Neige, on travaille aussi avec les agents de restauration pour qu'ils soient en mesure aussi de faire évoluer cette offre alimentaire, de pouvoir en parler pour s'ajuster à ces évolutions qu'il y a d'un côté. On peut pas, voilà, ce sont des mouvements qui doivent aller ensemble, qui sont parallèles. Ainsi, on pourra être dans une démarche continue d'amélioration de la qualité des aliments, des process, des cuissons, des associations de saveurs et de textures, de la présentation visuelle des assiettes. On pourra travailler sur la manière de parler des aliments et des plats, d'avoir du vocabulaire pour le faire, de susciter et d'induire ce plaisir de les manger. Donc, en fait, l'éducation à l'alimentation et au goût a des effets sur l'ensemble de l'écosystème de la restauration.
Je ne sais pas si je me fais suffisamment comprendre, on verra après dans l'échange, mais c'est vraiment important qu'on avance en même temps et de manière voilà, parallèle dans l'éducation au goût des mangeurs, certes, mais les équipes de restauration sont bien sûr aussi des mangeurs. Ils sont bien sûr ceux qui mettent en œuvre cette offre alimentaire, mais ils sont également des mangeurs. Donc, les meilleurs résultats sont obtenus lorsque il y a une évolution sur ces deux niveaux en même temps ou à un moment ou un autre. Alors, là, j'ai recensé les différents outils institutionnels qui permettent de mettre en œuvre l'éducation à l'alimentation et au goût en restauration scolaire, de la petite enfance jusqu'au cycle 4, à la fois pendant les temps scolaires, mais également pendant les temps périscolaires. Donc, la pause méridienne et l'étape, les temps d'activité périscolaire. Donc, pour la petite enfance, il y a un dispositif qui s'appelle À table tout le monde, qui s'adresse donc aux jeunes enfants des crèches. Pour l'âge maternel, il y a les maternelles du goût. Cycle 2 et cycle 3, les classes du goût, qui sont maintenant relativement anciennes, qui ont quelques décennies d'existence et de mise en œuvre. Pour le cycle 4, donc, les arts de faire culinaire au collège, ça s'appelle les arts de faire culinaire au collège. Et pour les temps périscolaires, Animasens. Alors, les diapos suivantes, on va revenir sur chacun de ces dispositifs. Bon, on peut passer parce que c'est la même. Juste, peut-être avant de passer, par rapport à si c'était possible de nous dire 2 mots sur l'étude de l'INRA qui a montré l'importance du levier plaisir dans la consommation. Tout à fait. Cette étude a été réalisée auprès d'une cohorte d'enfants de 7-11 ans de mémoire. Et a montré qu'en fait, donc on mettait les enfants devant différents choix alimentaires, des enfants qui avaient reçu des informations de type nutritionnel, donc une éducation nutritionnelle, et d'autres qui avaient été plutôt initiés à la dégustation et à une approche sensorielle de l'alimentation. Et ce qu'on observe, donc, c'est que les enfants qui ont eu une approche sensorielle de l'alimentation font en fait donc une approche plaisir. Je n'ai pas encore prononcé le mot, mais j'aurais dû le faire un peu plus tôt, puisqu'en fait, cette éducation au goût, elle a vraiment pour objectif de susciter et de développer ce plaisir dans l'acte alimentaire. Et donc, en fait, l'approche éducation goût avec ce levier du plaisir montrait qu'en fait, les enfants faisaient de meilleurs choix alimentaires, des choix, et on comprend ces meilleurs choix alimentaires sur le plan de la variété, de l'équilibre, des choix alimentaires favorables à la santé, donc qui rentrent dans les objectifs des différents PNNS et programmes d'éducation à la nutrition et à la santé. Et donc, en fait, c'est vraiment une étude qui met en avant les bénéfices et la force de l'éducation au goût, puisque des enfants qui ont reçu cette éducation au goût font d'eux-mêmes des choix plus favorables à leur santé. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est très, très puissant dans ces résultats. Merci. Alors, je te laisse poursuivre par rapport donc, aux différents outils qui existent. Alors, les maternelles du goût, je vous ai mis le lien avec le lien pour retrouver le dispositif sur la DRAF Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, vous avez le petit livret à droite. Voilà, un guide très, très complet qui permet véritablement de décliner l'éducation goût en maternelle et de la diffuser dans les familles, donc dans la sphère privée, et de faire le lien entre les deux. On peut passer au dispositif suivant. Donc, les classes du goût, vous avez aussi le lien qu'on retrouve facilement sur le site du ministère de l'Agriculture.
qui concerne donc les cycles 2 et cycle 3. On peut également passer aux arts de fer culinaires. Les arts de fer culinaires qui ont été développés entre autres par Caroline Bale, qui est éducatrice du goût et membre de la Neige, et qui est donc, et vous voyez le guide méthodologique de ce programme des arts de fer culinaires en collège qui a été développé dans la région d'Angoulême. Et qui insiste sur la pratique de la cuisine. Et puis enfin, Animasens. Animasens, donc c'est un dispositif que la Neige... les liens sur le site ne fonctionnent pas. Ben, je vois de Julien Marchois. Eh ben, écoutez, désolée, Nathalie vous diffusera la présentation. Puis oui, non, mais là, je viens de mettre les liens. Normalement, ils fonctionnent. Hein. Moi, ils fonctionnent. Et je les ai mis dans la boîte de discussion. Ah ben, donc, très bien. N'hésitez pas à claquer dessus, mais moi, pour l'instant, ils fonctionnent. Très bien, ben merci. Merci. Donc, alors, Animasens, c'est un dispositif éducatif qu'on a développé donc, à la Neige en 2018, donc il est récent. En fait, on nous a demandé d'adapter le dispositif des classes du goût justement pour les temps périscolaires et donc la pause méridienne pour des personnes dont le métier premier n'est pas essentiellement la pédagogie comme les enseignants qui sont chargés de diffuser les classes du goût. Et donc, cette formation, c'est une formation en fait de 2 jours qui est accompagnée d'un guide que vous voyez sur la droite, pour but donc justement dans le champ de la lutte contre le gaspillage alimentaire, d'outiller les animateurs, les agents de restauration, toutes ces personnes qui sont en contact avec le convive, qui sont en fait les derniers maillons de la chaîne, puisque ce sont eux, en finale, qui sont face à l'enfant ou l'adolescent, et qui sont eux face à leurs assiettes, et qui vont pouvoir avoir un rôle extrêmement important déjà dans leur posture, dans leur manière d'accompagner ce temps du repas, et dans les messages qu'ils vont pouvoir passer pour inciter à goûter, pour, dans ce temps rapide et souvent pressé de la restauration, quand même porter une attention à ses sensations, pouvoir la mettre en mots, pouvoir échanger avec son camarade de table, etc. Donc voilà, donc un dispositif destiné aux agents de restauration et aux animateurs et aux encadrants du temps du repas, et qui est construit autour de dossiers pédagogiques d'aliments qu'on a choisis parce que ce sont des aliments qui sont souvent assez largement gaspillés en restauration collective. Et donc, en fait, il y a des outils, il y a beaucoup d'outils dedans, justement, pour essayer de réduire ce gaspillage de ces aliments qui sont les légumes, bien sûr, hein, les mal aimés de beaucoup de tranches d'âge, les légumineuses parce que là aussi, la loi Egalim les met en avant avec beaucoup d'intérêt, l'intérêt de diversifier l'apport de protéines, l'intérêt de découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, de nouveaux aliments. Voilà, cette disposition de la loi Egalim est vraiment très intéressante à plusieurs titres, mais ce n'est pas toujours une pleine réussite dans toutes les restaurants. Ça peut l'être, mais ça peut aussi être plus long et plus lourd à mettre en œuvre. Et donc, on a consacré un dossier pédagogique sur les légumes secs. Ensuite, le troisième dossier concerne le poisson. Pareil, on a des taux de gaspillage alimentaire du poisson qui sont souvent assez affolants. Et enfin, un dossier sur le pain qui est suffisamment emblématique pour avoir attiré toute notre attention et qui lui aussi se banalise de plus en plus avec des prises un peu automatiques de quantité de pain qui n'ont rien à voir avec la faim de la personne et qui finalement génèrent du gaspillage. Donc tout ça, c'est dans le guide Animasens. Et donc, à la Neige, on le diffuse au cours d'une formation de 2 jours. On est là en ce moment avec la DRIAF en Île-de-France, les ARS notamment, en train de diffuser ce dispositif
en restauration collective auprès de différentes collectivités territoriales. Donc, voilà. Donc, et ça, pour y avoir accès, ça peut, même des Normands peuvent s'y inscrire ou... Bien sûr, bien sûr. D'accord. Et donc, on donnera les liens si certains veulent s'inscrire. Absolument. La première région qu'il a mise en œuvre pour l'expérimenter, en fait, l'expérimenter, le lancer sur le terrain, c'est la région de Nouvelle-Aquitaine, qui l'a testée en 2019 et maintenant elle se développe en Île-de-France, mais elle est appelée à concerner l'ensemble de la restauration sur tout le territoire national. D'accord. On verra peut-être le Régal faire des liens justement avec la neige et on reviendra vers les membres du Régal pour diffuser si des formations seraient organisées en Normandie. Absolument, la neige est nationale, on a des adhérents dans toute la France. Voilà. Et d'ailleurs, l'Île-de-France n'est pas la plus représentée du tout. D'accord. On est sur tout le territoire national. Donc, alors, par contre, il reste quelques minutes. Oui, alors, si ça te va. Les conversations, mais là, je préfère échanger éventuellement. Alors, je regarde. Alors, pour les questions, on va demander à Alice. Elle a regardé, ce sera plus simple. Alice, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des questions, s'il te plaît? Oui. Alors, il y a Julien Marchois qui demande sur quel temps vous faites vos animations sur l'éducation au goût. Est-ce que c'est durant le repas, dans le restaurant ou en classe? Alors, tous les temps sont possibles. Tous les temps sont possibles. Ça peut tout à fait se tenir pendant le temps du repas. Ça peut se dérouler en classe. Bon, Animation, ça a vocation à dérouler des animations pendant le temps du repas et pendant les TAP, mais au sens plus large, donc l'éducation, enfin les ateliers d'éducation au goût en établissement avec une restauration collectives peuvent se dérouler absolument dans tous les temps et d'ailleurs comment dire, il se développe justement dans différents temps, plus il y a cette continuité éducative qui est appelée par les textes justement pour diffuser cette connaissance de l'éducation à l'alimentation et au goût et la rendre très, 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 très présente et en maximiser ses impacts. Moi, j'interviens quelquefois en binôme avec des enseignants pendant le temps scolaire, mais j'interviens aussi dans des projets de lutte contre le gaspillage alimentaire pendant le temps de pause méridienne. Alors, évidemment, ce n'est pas exactement les mêmes... On dimensionne l'activité au temps dont on dispose, qui est en général plus court que pendant une intervention ou pendant le temps scolaire. Les outils ne sont pas les mêmes, mais on peut tout à fait diffuser ça et ça sera d'autant plus complet et intéressant que ça sera repris pendant les temps pédagogiques par d'autres personnes, d'autres acteurs. Alice, est-ce que tu as d'autres questions, peut-être rapidement, parce que là, il faut vraiment qu'on passe à la deuxième séquence. Oui, il y a Virginie de Ladrève qui demande comment permettre aux enfants d'apprécier des plats qui sont industriels et qui n'ont parfois pas forcément de saveur. Des plats qui seraient boudés à la cantine, trop salés, trop sucrés ou qui n'auraient pas beaucoup de goût. C'est une question intéressante. Bon, on va pas demander aux enfants d'apprécier des choses qui arrivent avec une faible qualité organoleptique. Et c'est vraiment pour ça que j'insistais sur cette pratiquement dernière diapo, sur la nécessité à la fois de faire évoluer les aptitudes des mangeurs et leur comportement alimentaire, mais également de questionner le contenu de l'assiette, sa présentation, la qualité des aliments, les associations de saveurs, etc., etc. Bien sûr, on se retrouve en porte-à-faux si on doit parler avec délectation des caractéristiques sensorielles d'un plat qui en est dépourvu. Ne faisons pas l'impossible. D'où effectivement la nécessité de travailler en même temps. C'est plus ambitieux, mais en tout cas, ça va donner des effets plus durables parce qu'on ne va pas créer pratiquement dans l'esprit du convive un problème de discordance entre ce qu'il ressent et ce qu'on lui dit. Si on lui dit que ce plat est terminé et qu'il est délicieux et que... Donc justement,
là, je te coupe, Anne, excuse-moi, parce qu'il ne va plus rester assez de temps après pour l'intervention d'après. Mais justement, je pense que ça va vraiment faire le lien entre cet élément-là. Alors, parce que justement, donc on va avoir Nathalie Loquet et Céline Van der Kruisen pour nous présenter des actions concrètes. Donc, je vais vous laisser toutes les deux. Alors, je vais présenter ton PowerPoint. Donc, on va commencer par Nathalie et Céline enchaînera. Et on reverra à la fin de la session si on peut avoir un échange, Anne, où je reviendrai vers toi. J'active le son. C'est bon. Donc, je te laisse, Nathalie, et après, vous aurez un échange avec Céline pour montrer concrètement comment ça se traduit. Donc, bonjour, merci tout d'abord à Anne pour ce descriptif plus que passionnant concernant l'éducation au goût. On est déjà dans un travail d'acculturation en termes de vocabulaire et je trouve ça très intéressant de vous écouter et de partager vos propos. Alors effectivement, en quelques mots, l'association Carder, donc moi je suis Nathalie Loquet, je suis la coordinatrice pédagogique de l'association, donc une équipe de 15 salariés, animateurs, concepteurs d'outils pédagogiques, entre autres. Et puis, je suis également formatrice CNFPT, donc en lien avec Nathalie Villermé. Il y a 2 Nathalie au CNFPT, Nathalie V et Nathalie L. C'est un peu parfois compliqué pour les collègues. Et puis, je suis également formatrice pour l'éducation nationale sur un dispositif qui s'appelle Établissement en démarche de développement durable, les E3D, où on aborde le développement durable, mais où il y a également des entrées thématiques comme celui de l'alimentation, du gaspillage alimentaire, entre autres. Donc nous sommes situés à Rouen, effectivement. Donc en quelques mots, oui, non, c'est bon, c'est très bien, on va présenter Carder, non, c'est très bien. Donc là, moi, ce que je souhaitais pour compléter, mais j'ai pris quelques notes en écoutant Anne, je voulais revenir, donc on a parlé de l'éducation au goût, et c'est vrai que là, moi, je souhaitais introduire mon propos peut-être avec cette notion de méthodologie, c'est-à-dire que on est tous convaincus que l'éducation au goût, notamment dans le cadre du gaspillage alimentaire, c'est fondamental, incontournable. Néanmoins, il est important de bien poser les bases, c'est-à-dire que dans une collectivité, dans un établissement scolaire, on peut avoir envie d'aller vers ce principe d'éducation au goût. Néanmoins, il y a quand même des postulats à poser et surtout un projet collectif à mettre en place. Donc, pour ça, on va s'appuyer sur des cadres de référence. J'ai cité, par exemple, le projet d'école ou d'établissement quand on est en lien avec l'école ou le collège. Les personnes ressources, on a évoqué tout à l'heure, Anne évoquait effectivement les agents, ça veut dire que quand on pense un projet, bien penser en amont à associer effectivement toutes les personnes ressources, la collectivité de référence bien sûr, mais aussi j'ai le souvenir sur des projets en lien avec les déchets où pendant très longtemps dans les établissements scolaires, on voulait mettre le tri sans associer les agents. On commence, on a fait bouger un peu les curseurs, mais c'est parfois un peu compliqué, toujours d'être sur cette notion de culture partagée. Donc ça, c'est vraiment un préalable, un incontournable quand on veut mettre en place un projet quel qu'il soit, bien identifier les personnes ressources et surtout les acteurs, puisque quand on parle de goût, on ne peut pas ne pas être avec la restauration scolaire et puis d'autres acteurs que l'on retrouve dans les établissements ou écoles. Des objectifs identifiés. Tout à l'heure, on parlait de vocabulaire partagé. Là encore, ça vient renforcer cette notion de vocabulaire quand on met en place une démarche. Pourquoi est-ce qu'on souhaite mettre en place un projet d'éducation au goût? Donc là, en lien avec le gaspillage alimentaire, quand on met en place un projet, on a plein de choses qui passent en tête. Il faut absolument passer par cette phase d'écriture. Pourquoi est-ce qu'on veut éduquer au goût? Alors là, en l'occurrence, parce que c'est un levier par rapport au gaspillage alimentaire. Donc, on va l'écrire. Ça va nous permettre effectivement de poser les choses. Et puis, vous savez, quand on parle de méthodologie, il y a toujours à un moment donné cette chose qui nous fait tous un petit peu peur, cette notion d'évaluation. Donc, quand on va penser le projet, on va déjà réfléchir à quelques indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Donc, quantitatif, on arrive toujours à trouver un certain nombre d'indicateurs. Par contre, pour les qualitatifs, c'est toujours un peu plus compliqué, mais néanmoins, le travail collectif fait qu'on arrive toujours à trouver des indicateurs. Ensuite, on ne peut pas écarter, effectivement, quand on parle de méthodologie de projet, les freins. Et donc, quand on parle de freins,
c'est toujours aussi cette notion positive. Si on a des freins, on a systématiquement des leviers. Donc c'est pareil, quand on pense un projet, on va faire en sorte de lister les freins. Alors j'en ai listé quelques-uns, mais l'adhésion de l'ensemble de la communauté éducative, le temps à consacrer, on n'a pas de temps, on court toujours après le temps. Mais à partir du moment où on souhaite mettre en place un projet, on va prendre le temps, on va poser ce temps. Autre frein, c'est d'imposer le projet. Si on impose le projet, effectivement, il va y avoir de la résistance. Et vous savez, comme la résistance peut freiner un certain nombre de démarches. Les compétences, mais on va trouver les compétences. Ce n'est pas un problème, on peut trouver les compétences. La motivation des élèves, la réticence des parents, et j'en passe. Et puis, en face de chaque frein, on va pouvoir effectivement identifier un certain nombre de leviers. Donc, tout ça dans la démarche, on va dire, l'inconscient collectif, c'est parfois un peu compliqué de mettre les choses en place, mais si frein il y a levier. Donc, j'en ai listé un certain nombre. Moi, j'aime bien cette notion de co-construction de la démarche. J'ai un peu évoqué en disant on associe les agents de la restauration collective quand on pense et qu'on écrit un projet. Et puis, autre levier, s'appuyer sur des dispositifs existants, sur des structures, des associations ressources, comme celle qui vient d'être présentée. Donc voilà, ce travail de frein-levier est, me semble-t-il, important, incontournable quand on met en place un projet. Et puis, oui, c'est-à-dire, quand on parle de méthodologie, encore une fois, on écarte complètement l'intervention ponctuelle. Alors, c'est un peu radical quand je dis ça, mais on sait qu'on a envie, on n'a pas forcément le temps, donc on veut quand même initier des choses. Et malheureusement, on voit bien que quand on impulse, mais que c'est très court dans le temps, ça n'a pas de projection. On n'arrive pas à se projeter et c'est du sporadique, c'est du ponctuel. On sait que ça ne mènera. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que c'est insuffisant. Voilà. Et puis, effectivement, tout ça, encore une fois, en termes de méthodologie, il faut pouvoir l'inscrire, il faut pouvoir inscrire ça dans le temps. Donc, le principe d'un rétro-planning où on va poser des interventions. Anne l'a bien évoqué quand elle a présenté tout à l'heure les cas. Effectivement, poser tout ça, c'est du temps, ce temps est nécessaire pour accompagner au changement. Et même Nathalie, c'est vrai que je sais que quand on préparait, tu as insisté aussi sur le côté même efficacité. C'est de se dire que quelquefois, on va se dire, voilà, on va faire des interventions ponctuelles, on sera content, on a fait des interventions, on a des chiffres, mais en efficacité, comme tu disais tout à l'heure, quand on se donne des objectifs, là, l'objectif, c'est bien de faire changer les comportements des jeunes. Et donc, s'il y a des choses qui sont faites, mais qui ne sont pas efficaces parce que les comportements ne changent pas, autant ne pas passer ce temps-là. Mais comme tu dis, voilà, insister. C'est précieux le temps, donc autant le consacrer et cumuler ce petit bout de temps pour faire quelque chose effectivement qui vise la qualité et l'accompagnement au changement. Et puis, alors oui, des exemples d'actions, mais Anne en a cité un certain nombre, donc les différentes activités que l'on veut mettre en place dans une démarche de projet. Quand on parle de méthodologie, voilà, derrière tout ça, c'est cette démarche de projet. Donc, on va, avoir cette notion de progression et puis dans les boîtes à outils existantes, effectivement, trouver un cheminement. On part du global et on va effectivement vers des objectifs que l'on a posés. Donc, il y a énormément de possibilités en termes d'intervention. Et puis, oui, un exemple de projet. Est-ce que tu veux qu'on revienne dessus après? Peut-être là, comme ça, on reviendra sur ce projet après. Et là, on peut voir avec Céline. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bien. Alors. Donc, comme ça, Céline, et on reviendra. Comme ça sera dynamique. On reviendra sur ces projets-là après. Alors, Céline, si tu veux activer ton micro. Voilà, très bien. Et peut-être, justement, nous parler de ces exemples concrets. Toi, qu'est-ce que tu mènes comme action? Là, Nathalie vient de donner le cadre méthodologique. Là, est-ce que tu pourrais nous faire part de certaines actions que tu as pu mener? Et je vais montrer en même temps des photos. Ok, alors déjà, je me présente donc, je suis Céline de l'association Saveur et Savoir. Merci beaucoup Nathalie de m'avoir invitée à ce webinaire. Donc, nous, chez Saveur et Savoir, depuis 2003, on accompagne tous les publics de Haute-Normandie, enfin ex-Haute-Normandie, à consommer des produits bons pour la santé, des produits locaux, de saison, issus de nos fermes, biologiques à chaque fois que c'est possible. Donc, on organise des ateliers, des animations, des formations et on accompagne des collectivités sur la thématique de l'alimentation et aussi donc sur la réduction du gaspillage alimentaire.
Donc, j'ai trouvé très intéressant Anne, ce que tu as dit et je rejoins complètement. Je pense effectivement, si on veut intellectualiser les choses sur l'équilibre alimentaire ou des choses comme ça, il faut d'abord passer par l'expérimentation, en fait, le sensoriel. Hein, sinon, de toute façon, ça ne donne pas beaucoup de résultats, que ce soit au niveau des enfants, mais aussi des adultes. Hein. Même nous, on est comme ça. Hein. Et puis Nathalie Loquet de Carder pour travailler régulièrement ensemble. Effectivement, je pense que la notion de projet au long cours, mais Anne, je pense que c'était indirectement dit quand même dans tes propos, c'est important d'avoir des projets sur la durée. Si on veut, voilà, minimum une année scolaire, je pense que c'est idéal parce qu'il y a tous les groupes à faire évoluer. Et si on travaille que avec les cuisiniers ou bien que avec les animateurs ou que avec les enfants ou que les parents d'élèves, ça va être beaucoup plus difficile. C'est déjà difficile parce qu'on est dans un contexte de société où les gens ne mangent pas bien. Voilà. Donc il y a tout à reprendre entièrement. Donc effectivement, il faut se donner les meilleurs moyens. Donc en termes d'exemple, chez Saveur et Savoir, nous, quand on travaille avec une collectivité, on commence par faire un diagnostic un petit peu dans lequel on va recenser effectivement les curseurs où il faudrait évoluer et aussi les atouts. Parce que parfois, en fait, déjà en interne, dans la collectivité, il y a déjà les ressources pour mettre en œuvre certains parcours pour améliorer. Donc, si c'est ça, ce n'est pas la peine que nous, on l'amène en plus. Et parfois, parfois, on se rend compte que nous, on peut apporter un petit plus avec une animation ou un accompagnement sur mesure. Souvent, on se rend compte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans vos interventions, Anne ou Nathalie, mais déjà de base, souvent, on ne parle pas le même langage sur tout ce qui est ce qu'on appelle l'alimentation qui est bonne pour la santé. Donc déjà là-dessus, ça, on est d'accord, c'est de la théorie, mais c'est déjà une base de connaissances communes qui me semble importante à avoir avec les uns les autres. Et après, dans les actions à mettre en place, ça va être un petit peu du cas par cas. Donc, si ça vous intéresse, Nathalie, c'était peut-être un peu l'objet, c'est que je donne des exemples de choses que j'ai pu voir ou que j'ai pu mettre en place. Voilà. Donc, excusez-moi, je vais juste... il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant par rapport comme levier pour donner envie de goûter. C'est j'ai vu ça dans une cantine de primaire. Le cuisinier, il mettait en place des petites barquettes de dégustation. Donc les enfants, pendant qu'ils font l'accueil, ils sont avec les animateurs et il y a des petites barquettes de dégustation. Ils peuvent prendre juste avec un petit cure-dent une petite portion, quoi. Par exemple, admettons que ce soit de la betterave cuite, une petite portion de betterave avec une sauce à l'orange, par exemple. Ils peuvent goûter comme ça pendant qu'ils font l'accueil. S'ils aiment bien, après, ils peuvent le prendre en version un peu plus loin dans le set. J'ai pensé à ça quand Anne parlait tout à l'heure de la difficulté, de la peur qu'on peut avoir à oser goûter. Là, l'enfant, il peut juste goûter un tout petit peu et en plus, il est accompagné par l'animateur. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Nathalie, je t'ai envoyé une photo d'un stand de fruits qu'on avait mis en place au collège de Romilly-sur-Andelle. Donc, on a travaillé sur la réduction du gaspillage alimentaire avec le collège de Romilly-sur-Andelle. Et les cuisiniers me tenaient mordicus que les adolescents au collège n'aiment pas les fruits. Donc, de toute façon, c'est même pas la peine d'en mettre, ils n'aiment pas les fruits. Donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas expérimenter quelque chose pendant le temps du repas. Donc, c'était au mois de juin, donc c'était facile, il y a une abondance de fruits. Et puis, la gestionnaire a été d'accord de rajouter un petit peu d'argent par rapport à d'habitude. Et elle connaissait un très bon fournisseur de délicieux fruits de saison. Donc, avec plusieurs personnes qui étaient volontaires dans l'établissement, on a créé un immense stand, comme vous le voyez, là, de toutes sortes de fruits qu'on a coupés en portions. Même les fraises, vous voyez, sont coupées en deux. Hein. Tous les fruits ont été coupés en petites portions. Et la consigne qui était donnée aux élèves, c'est ils avaient une petite assiette. Ils venaient avec une soucoupe et non pas une grande assiette. Ils venaient avec une petite assiette. Ils pouvaient prendre autant qu'ils voulaient, de tout ce qu'ils voulaient en quantité, autant qu'ils voulaient. Par contre, ils ne devaient pas jeter. Donc, c'était leur demander de ne pas se servir trop et de jeter après. L'idée, c'était de bien respecter la notion de quantité, d'éviter le gaspillage alimentaire. Donc, on a joué sur l'abondance, sur la diversité. Hein, vous voyez, il y a toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes, toutes sortes de saveurs, d'odeurs. Et les enfants venaient en libre accès, en libre service. Au moment où ils voulaient, s'ils voulaient manger ça au début du repas, ils pouvaient. À la fin du repas, ils pouvaient. Vraiment, c'était très, très libre. Et on a été vraiment stupéfaits. C'est qu'il y a eu
très très peu de déchets. Bon, nous, en plus, on coupait au fur et à mesure hein, pour éviter de jeter. Il y a eu très peu de pertes et au final, on savait le nombre d'assiettes qui ont été utilisées, donc on savait le nombre d'élèves qui avaient joué. Sur les élèves qui ont participé au jeu, ils ont mangé en moyenne 200 grammes de fruits. 200 grammes de fruits, c'est plus qu'une pomme, par exemple. Voilà, donc c'est énorme, quoi. Les enfants ont mangé, vous voyez, plein de petites portions, ils ont mangé une très grosse quantité chacun de fruits. Donc voilà. Donc on était vraiment, en plus c'était joyeux, c'était ludique, puis pour nous c'était hyper agréable aussi à mener. Vous imaginez bien, c'était ultra simple, hein, juste des fruits, rien d'autre, juste des fruits. Donc c'était aussi un peu pour voilà, pour montrer aussi par rapport à l'équipe de cuisine, de dire que voilà, il y avait peut-être des possibilités. Après, à l'appliquer au quotidien pour les cuisiniers, c'est un autre sport, mais voilà, c'était pour déconstruire certaines idées reçues. Voilà. Nathalie. Le lycée Flaubert, peut-être aussi? Est-ce que tu peux faire part de cette expérience? Voilà, on accompagne le lycée Flaubert. Enfin, c'était sur l'année scolaire dernière, mais en réalité, du fait du confinement, on est en train de le terminer cette année. La problématique au lycée Flaubert, comme un peu partout, c'est de faire manger des légumes. Et puis, l'idée d'introduire des menus végétariens, c'est compliqué. La notion de végétarien, de végétaliser les repas, c'est difficile à accepter. L'équipe des cuisiniers, ils sont très motivés et eux-mêmes, la plupart des cuisiniers chez eux, le soir, ils ne mangent pas de viande, ils sont sur des repas plus végétaux, mais faire intégrer, c'est compliqué. Donc là, on a eu un atout dans le lycée, c'est qu'il y a une classe de BTS en économie sociale et familiale pour lesquelles, dans le programme, il est prévu de l'éducation à l'alimentation et des cours de cuisine, des choses comme ça. Donc, on a saisi cette opportunité, c'est ce qu'on fait à chaque fois sur les projets, on saisit les opportunités qui sont sur place. Et là, ces élèves-là, donc, ils ont préparé, ils ont organisé un forum, hein, c'était un jour, le 16 octobre, c'était la journée de réduction du gaspillage alimentaire. Donc, ce jour-là, sur le temps du repas du midi, on a eu une partie des BTS qui avaient préparé la veille des petites galettes végétales qu'ils ont coupées en carrés et qu'ils ont appelées des petites galettes apéro, des petites galettes apéritives. Donc, les élèves passaient sur la ligne de self habituelle, où là, ils avaient un menu végétarien ce jour-là. Ensuite, ils passaient devant le stand des élèves des BTS ESF qui leur proposaient « Est-ce que ça vous dit de goûter des petites bouchées apéritives ?» Alors, il y avait 5-6 sortes différentes. Est-ce que vous voulez celle-là, 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 voilà. Donc, comme ça, c'était à picorer avec des petits cure-dents à emmener sur leur plateau. Et ensuite, à l'issue du repas, pour ceux qui le souhaitaient, il y avait des stands avec des jeux de reconnaissance, des légumes secs, des jeux de reconnaissance des céréales complexes, des épices. Là, Nathalie, tu peux nous mettre les photos si tu veux. Donc, ça, c'est des jeux, qu'on utilise en animation ou en formation. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais vous voyez ma souris quand la bouge? Non, hein, non. Ok. Donc, sur le plateau, là, vous avez plusieurs... Voilà, c'est presque trop. Tu peux reculer un peu, hein, Nathalie. Bon, voilà. Voilà. Au premier plan, on ne reconnaît pas très bien parce que c'est des haricots qui sont peu connus chez nous. C'est des haricots africains, ceux qui sont vraiment au tout premier plan. Sur la gauche, vous voyez des arachides qui sont une autre sorte de légumes secs. Donc là, on est sur un plateau de plusieurs sortes de légumes secs. Donc, est-ce que tu peux mettre l'image d'après ? Bon, ben encore après. On a une image où on voit les personnes qui mettent les étiquettes. Non, attends, je vais chercher. Ah oui. Voilà, donc en plus, c'est rigolo parce qu'en plus, Nathalie, tu reconnais ton directeur, Nathalie Loquet, voilà. C'est Joël, donc, qui est directeur de Carder, qui s'est amusé à participer à ce jeu. Donc, vous voyez, il a les étiquettes, il doit remettre les étiquettes sur les bons pots. Donc là, c'est une démarche un peu intellectuelle, on est d'accord, mais qui joue sur l'aspect, au moins sur la vue, on peut toucher les graines, on peut les regarder, on peut sentir les odeurs des épices. Par contre, ces jeux, on ne peut pas goûter, mais on utilise les autres sens. Et l'idée, c'est de remettre les bonnes étiquettes au bon endroit. Donc ça, c'est pour
juste pour se rendre compte de la diversité, par exemple, des légumes secs. Voilà, se rendre compte de tout ce qui peut exister en légumes secs, en céréales complètes. On a des jeux comme ça aussi sur les légumes. Enfin, voilà, on a toute une série de jeux de reconnaissance. C'est juste pour ouvrir des nouvelles fenêtres dans nos esprits sur ça. Voilà. Il y a un autre... Après, peut-être encore une expérience, comme ça on retournera après sur les retours de Nathalie. Voilà, tout à fait. On a un parcours aussi qui est... Parce qu'on ne peut pas toujours faire des parcours au long cours, donc on a un parcours qui se fait en 2 séances qu'on peut faire dans le département de Seine-Maritime parce qu'il est financé par le département. Donc, c'est du champ à l'assiette. Donc, sur ce parcours, on a une première séance qui se passe en classe. Ça, c'est avec une classe entière. Donc, la première séance, on a des jeux, différentes sortes de jeux. Les élèves vont de table en table et participent à différents jeux autour des aliments. Donc, il y a des jeux de dégustation, il y a un jeu de société, il y a plusieurs jeux comme ça, mais c'est avec plusieurs jeux de dégustation. On leur pose des questions. Avez-vous aimé, pas aimé, lequel avez-vous préféré, pourquoi, voilà. Et la deuxième séance, elle se passe aussi au collège avec la même classe. La deuxième séance, on va cuisiner tous ensemble des légumes. Donc, en fait, on va faire une soupe collective avec des légumes de saison. Donc, on va présenter les légumes, voilà, apprendre à les reconnaître. On prend tout un temps d'observation. On sent le légume, on le regarde, on l'observe. Après, on apprend à le cuisiner. Donc, on apprend un peu aussi, on a quelques règles d'hygiène pour cuisiner les légumes. Et ensuite, voilà, on met tout ça, on fait revenir tout ça dans une immense casserole, dans une grande marmite où on fait une grande soupe. Et à la fin, on déguste tous ensemble cette soupe. Et à chaque fois, tous les élèves boivent leur soupe. Donc, il y a très, très peu de retour de la soupe. Voilà, parce qu'ils aiment bien. Voilà les petites idées. Après, on en a plein d'autres, mais on n'a pas le temps de tout présenter aujourd'hui. Ouais. Merci déjà, merci pour tous ces exemples. Et donc Nathalie, peut-être si tu veux poursuivre, je vais mettre en partage. Hop. Si tu souhaites aussi faire part d'autres types d'actions et comme tu expliquais tout à l'heure, dans quel cadre ils s'inscrivent, parce que des fois il existe des dispositifs, donc autant les utiliser. Ah, ton micro n'est pas branché. Je te laisse le réactiver. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, je vois plus. Oui, je vois. Peut-être, oui, faire part d'un... Quand on parle de méthodologie, donc en reprenant les propos d'Anne tout à l'heure, globalement, à chaque fois que l'on intervient, donc on est plutôt sur du projet, sur une année scolaire. Donc, la méthodologie va permettre de travailler sur les représentations, la culture partagée, le vocabulaire partagé. Et puis ensuite, c'est apporter ou conforter des compétences sensorielles. On travaille très régulièrement avec les collèges de Seine-Maritime et dans le cadre d'un dispositif qui commence à avoir quelques années maintenant, le dispositif Opération de sensibilisation au développement durable donc en Seine-Maritime, un certain nombre de collèges depuis maintenant plusieurs années souhaitent travailler sur le thème du gaspillage alimentaire et on a travaillé avec un collège en milieu rural, au Mal, qui est tout au bout du département de Seine-Maritime, où en fait on a co-construit avec différents acteurs du collège, donc un professeur de SVT, le professeur documentaliste, la restauration scolaire. On a travaillé sur la mise en place d'animations permettant de faire un peu réfléchir les élèves. Et pour ça, donc ils sont allés sur le site US Céline à Val-de-Reuil, donc sur le site des Hauts-Prés, où il y a un site de maraîchage. Et donc la classe est allée dans un premier temps voir comment fonctionnait un site de maraîchage. Et ils ont récolté les différents légumes avec ensuite, au sein de l'atelier de la cuisine pédagogique de Saveurs et Savoir, ils ont confectionné une soupe. Et puis, dans les images que je t'ai envoyées, Nathalie, il y en a une qui me plaît bien parce que ce sont deux jeunes garçons qui goûtent la soupe. Et moi, j'ai plus accès là, au diaporama. Enfin, je me vois moi en gros. Bref, c'est pas grave. Mais sur la photo en bas, on voit le petit blond qui regarde l'autre
Le petit brun, c'était un petit peu le leader de la classe et en fait, il a goûté la soupe et il l'a validé. Ce qui fait que le petit blond derrière, qui était un peu le suiveur, et ben, il a dit ouais, en fait, c'est bon, c'est trop bon. Et ça permet de repositionner ce que Anne évoquait tout à l'heure, à savoir le mimétisme. Il est quand même hyper prégnant en milieu scolaire, que ce soit à l'école ou même collège et lycée. Et donc ensuite, après avoir goûté cette soupe, il y a eu d'autres séances où on a continué à travailler avec la classe. Notamment, on a travaillé un peu, donc là, une entrée un peu plus nutritionnelle où ils ont comparé, vous savez, via l'application Yuka, un certain nombre de produits. Et puis, en parallèle, il y avait les produits faits maison, donc la fabrication du jus d'orange avec des oranges bio et puis le jus d'orange classique. Et en fait, au terme de ces différentes petites manipulations, ils ont réalisé des petits clips vidéo qu'ils ont mis sur le site internet du collège pour sensibiliser le reste du collège. Sachant que, effectivement, ce qui peut parfois être un peu frustrant pour les animateurs, les encadrants pédagogiques, c'est de sensibiliser la classe, une classe, un groupe sur un an, ce qui est déjà très bien, énorme. Mais ensuite, derrière tout ça, c'est comment est-ce qu'on essaime. Et donc, voilà, là, l'essaimage, c'était de dire, maintenant, vous avez eu la possibilité de découvrir, de goûter, de vous approprier des éléments de langage. À vous maintenant de communiquer auprès du reste de la communauté éducative. Et le Collège d'Aumale est un collège avec lequel nous continuons de travailler et l'action se poursuit. Donc, on est plutôt satisfait. Voilà pour ça. Voilà les différentes photos dont je viens de parler. Et puis voilà, pour conclure mon propos, alors vous allez peut-être trouver ça un peu facile, mais je ne pouvais pas faire autrement que de citer Marcel Proust je le lis, mais vous l'avez sous les yeux, la Madeleine de Proust. Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Marcel Proust, du côté de chez Swann, 1913. Donc voilà, les souvenirs, c'est fantastique. Très bien. Merci beaucoup pour ces présentations. Est-ce qu'il y aurait des questions, Alice? Est-ce que tu aurais… Ouais, il y en a une question de Julien Marchois qui dit, alors, c'était pour Nathalie. Quels seraient vos projets, idées sur les accueils collectifs où les enfants sont présents sur un temps court, 1 à 2 semaines, et non sur l'école, en fait, la question est un peu compliquée, en fait, c'est un peu long. Et non sur l'école avec un projet à l'année. Donc, les projets qui seraient sur des temps courts. Sur des temps plus courts la méthodologie reste la même. L'idée, c'est de pouvoir identifier, peut-être de différencier si c'est sur un temps plus resserré, mais avec plusieurs interventions. Peut-être imaginer une diversité en termes de lieux, en termes de personnes intervenantes, en termes de support. Mais ça se fait beaucoup quand on parle de projet, quand on parle de projet sur une année scolaire. On peut très bien se focaliser sur une semaine, une quinzaine. Je pense au Classo notamment, où ça se concentre sur 5 jours. Après, je trouve plus intéressant en termes d'appropriation quand même d'avoir le temps d'intégrer les choses, de revenir. Je l'ai déjà évoqué longuement, mais le temps pour moi est notre meilleur allié, c'est-à-dire l'éducation se fait de manière progressive. Alors après, sur 8 jours, 15 jours, pourquoi pas, mais faut que ça reste quelque chose de marquant dans l'esprit des jeunes. Je peux intervenir pour compléter, aller complètement dans le sens des propos de Nathalie. Une idée qu'on pourrait avoir, c'est comme le temps est court, que les enfants repartent avec quelque chose de fort en termes de ressenti. Tout à l'heure, je parlais de mobiliser
le corps et le cœur plutôt que la tête par cette approche éducation au goût. Donc, les conduire dans des projets où ils vont être acteurs véritablement. Alors, ça peut être d'aller cueillir ou visiter un lieu de production, de maraîchage, par exemple, et puis ensuite de mettre vraiment la main à la pâte, parce que les apprentissages sont beaucoup plus incarnés ensuite et beaucoup plus mémorisés, enfin laisse des souvenirs. Si Nathalie, tu as mis cette Madeleine de Proust, c'est parce que c'est l'important justement de se souvenir qui ne s'efface pas et qu'on a pendant très très longtemps, parce qu'il reste vivant par les sens justement. Laisser les enfants réaliser une recette de cuisine. Ça sème de la joie, ça fait de la cohésion, et c'est du très concret. Voilà, ça serait une recommandation comme ça de repartir avec un vécu très fort et très, très sensoriel lorsque le temps est vraiment court et qu'on ne peut pas déployer comme en mode projet plus long des séquences plus construites, et qu'on doit resserrer les choses en très peu d'interventions. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question a un peu plus d'éléments de cette manière avec ces pistes. Ou sinon, s'il y a d'autres questions, peut-être Alice? Non, j'ai rien d'autre. D'accord. Alors, j'ai vu que dans les discussions, quelqu'un parlait, je pense que c'était pour faire le lien avec ce que Céline a présenté, des systèmes de buffet froid où on propose aux jeunes de faire eux-mêmes, donc avec différents choix d'aliments, de faire leur salade composée. Et c'est vrai qu'on rejoint, donc il y avait un autre atelier, on parlait d'être question du choix, et de dire que quand on a le choix, on se sent libre, et donc on va plus changer ses habitudes parce qu'on se sent libre. Donc ça peut être aussi une des pistes. Il nous reste plus beaucoup de temps, donc je voulais savoir si les unes et les autres, vous souhaitiez toutes les trois mettre un point assez rapidement pour qu'on puisse conclure, mais un point vraiment important par rapport à ce que vous avez présenté. Alors, sachant que je vous dis déjà, moi, les points que j'ai relevés, je vous laisse après rebondir dessus. Moi, j'ai vraiment noté le point expérience sensorielle. Donc, on voit vraiment ce côté sensoriel qui est important. Cette notion de temps, de se donner le temps de marquer les esprits par des expériences. Le côté approche projet, pour se dire si on mène un projet, il faut vraiment savoir qu'est-ce que l'on veut et donc se donner les moyens de l'atteindre. Et la notion de plaisir qui est revenue plein de fois dans vos échanges, et le côté goût, goûter aussi. Donc je ne sais pas, peut-être un mot chacune pour rebondir et pour voilà, nous marquer l'esprit pour la fin de cet atelier. Moi, peut-être revenir, tout à l'heure on parlait il y avait une question qui avait été posée sur les mauvais, comment faire aimer des mauvais aliments aux convives. Et à l'inverse, nous, on a déjà eu cette expérience avec des bons produits. Il y a très très longtemps en Seine-Maritime, quand on a commencé à travailler sur la proposition de repas durables dans les restaurants scolaires, à proposer un vrai poulet. Vous savez, le poulet qui court, donc le poulet qui est un peu dur quand on le mange. Eh bien, dans les premiers temps, ça a été un véritable échec au niveau du gaspillage alimentaire, parce qu'en fait, les jeunes n'avaient pas ce souvenir, c'est-à-dire pour eux, ce produit proposé n'était pas bon puisqu'il était dur, et c'était globalement pas dans les habitudes des jeunes. Donc, dans notre esprit aussi, comment dire, de pédagogue, d'animateur, d'encadrant, d'avoir aussi à l'esprit que l'aliment est complexe, on touche à quelque chose d'intime quand on parle d'alimentation. Ça renvoie aussi à la culture familiale. Enfin, tout ça, ça a été évoqué durant cet atelier, mais voilà, c'est l'aliment dans sa globalité. La notion de bon ou mauvais, elle est quand même très subjective. Et voilà, bien intégrer ça quand on peut mettre en place une démarche. Un produit bon n'est pas forcément bon pour tout le monde. Ça demande de l'éducation. La boucle est bouclée. Merci Nathalie. Anne, peut-être? Ou Céline? Volontiers, peu importe l'ordre. J'ai perdu le fil. Oui, aussi, je l'ai retrouvé. Moi, je voudrais partager l'expérience de cette mise en œuvre d'ateliers d'éducation au goût et de projets d'éducation à l'alimentation au goût
sur tout ce que ça permet de développer chez la personne, chez le mangeur. Et comme ça suscite de l'émerveillement, donc ça facilite les apprentissages. Et en milieu scolaire, pour les enfants qui sont les moins scolaires, puisqu'on emploie ces expressions en tout cas qui ont le moins de facilité scolaire et voire qui sont en difficulté par rapport aux apprentissages fondamentaux. Je trouve ça toujours, je m'émerveille toujours lorsque j'entends les Madeleines de Proust en fait des enfants. Là, on a eu celle de Marcel, mais il y a beaucoup de petits Marcel finalement. On se rend compte que cette approche, elle permet de libérer des émotions, des souvenirs. Les souvenirs, tout à l'heure, Nathalie l'a dit, ils sont très, très associés à l'acte de manger. Et donc, en fait, c'est vraiment une pédagogie qui permet le développement de toute la personne dans son intégralité. On pourrait pratiquement dire un outil de développement personnel et puis qui ne s'arrête jamais, en fait, qu'on peut cultiver toute une vie. Donc, en fait, les possibilités sont vraiment très importantes et déclinables à tous âges. Très bien, merci beaucoup Anne. Et pour finir, peut-être ton petit mot, Céline? Oui, moi, pour insister encore de nouveau sur le fait de laisser l'enfant ou l'adulte expérimenter, donc mettre beaucoup de lenteur quand on fait une séance, de réduire le contenu au strict minimum. Souvent, on va en mettre beaucoup trop parce que, comme les gens viennent, on veut leur montrer plein de choses le moins possible et le plus lentement possible pour que ça ait le temps vraiment de s'intégrer. Et c'est vrai que l'enfant, l'adolescent, l'adulte, ils seront ravis s'ils ont pu expérimenter. En fait, quand on fait de la visite du maraîchage, puis on arrive en cuisine, puis on prépare, on entre dans la cuisine, ils rushent tous, mais que ce soit des enfants, des ados, des adultes, tous, ils foncent autour des tables, là où il y a des planches, des couteaux, et ils sont tous dans les starting blocks pour commencer, quoi. Ils veulent ce lien avec l'aliment, ce contact avec l'aliment. Donc à chaque fois qu'on peut créer ce lien avec l'aliment, et même tout simplement, juste des légumes comme ça, on y va, on va prendre le temps de les éplucher, de découper, d'en faire quelque chose. Ça marche très fort, voilà. De la lenteur, de la simplicité, du contact physique avec l'aliment. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup à toutes pour ces éléments-là. Pour conclure, Merci à toi, Nathalie. je vais vous montrer déjà, avant qu'on se dise sans voir, les résultats du sondage de tout à l'heure, savoir un peu les participants. Donc, on a été une trentaine, là, une bonne trentaine pour cet atelier, alors qui n'est pas vraiment un atelier, excusez-nous, ça manque de partage avec vous, mais voilà, ce sera pour la prochaine fois. Donc déjà par rapport à qui êtes-vous, donc on voit que la majorité des structures étaient plutôt des relais, donc ça tombe bien, donc des structures qui peuvent intervenir et travailler avec des restaurants scolaires. Apparemment, est-ce que vous voyez le sondage ou pas? Non. Bon, là j'ai repartagé, j'espère que vous allez le voir. Bon, alors sinon je vous le dis à l'oral, donc voilà les résultats. Donc on a eu 40% de sites qui travaillent avec les restaurants scolaires, 28% d'entre vous donc, réalisent des actions devant les jeunes, et on avait 9 autres structures. Et sinon on avait un seul site scolaire. Après, sur la question, le partage, je ne peux pas, donc je continue de vous le dire. Voilà. Voilà. Hop. Donc, connaissez-vous la différence entre l'éducation au goût et l'éducation nutritionnelle? Donc, au début, déjà, 64% indiquaient connaître la différence entre les deux. Voilà, bon, c'était très rapide pour vous montrer un peu les résultats de ce petit sondage. Donc, bah, voilà, je voulais encore remercier donc, nos 3 intervenantes pour ces interventions très intéressantes. Donc, nous avons filmé l'atelier, comme tous les ateliers plénières des assises, pour pouvoir les reproposer en replay. Donc, voilà, on les rediffusera si ça vous intéresse, soit les diffuser ou de réagir dessus.